Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le bilan de la visite du président mozambicain Filipe Nyusi en Guinée équatoriale. Le chef de l'État était en déplacement à Malabo du 1er au 3 juin. Objectif de cette visite, renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Vers la suppression de l'ensemble des autorisations d'investissement en Tunisie. Avec cette directive, le gouvernement entend attirer les investisseurs à l'heure où le pays traverse une crise économique difficile. Et puis le lancement de la campagne de reboisement au Bénin, une démarche effectuée par les autorités à l'occasion de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 1er juin dernier. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Mali entérine une période transitoire de 2 ans. Ce lundi, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a signé un décret qui fixe à mars 2024 le retour des civils au pouvoir. Ce décret intervient 2 jours après la tenue du sommet extraordinaire de la CEDEAO, un rendez-vous durant lequel les dirigeants ont finalement décidé de maintenir les sanctions imposées au Mali, alors que les autorités de transition espéraient une levée de ces mesures. Toutefois, les chefs d'État devront de nouveau se pencher sur la question lors d'un prochain sommet extraordinaire prévu le 3 juillet prochain à Accra. L'actualité nous emmène également au Burkina Faso, où le gouvernement est désormais autorisé à prendre des mesures par ordonnance. Une autorisation actée par l'Assemblée législative de transition ce lundi 6 juin. Dans les détails, l'institution explique que cette loi va permettre aux autorités d'intervenir rapidement sur des questions de défense nationale. Objectif, lutter plus efficacement contre le terrorisme et assurer la défense du territoire. Le Mozambique et la Guinée équatoriale entendent renforcer leur coopération bilatérale. C'est dans cette optique que le président Filipe Nyusi s'est rendu à Malabo du 1er au 3 juin en réponse à l'invitation de son homologue Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Un déplacement qui s'est soldé par la signature de plusieurs accords, notamment dans le domaine du tourisme à Meneji. Pour la toute première fois, le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi a effectué une visite d'État en Guinée équatoriale du 1er au 3 juin 2022. Reçu par son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, les deux chefs d'État ont abordé les sujets d'intérêt commun au profit de leurs deux nations et de la mise en œuvre de nouvelles stratégies de coopération. La Guinée équatoriale est devenue aujourd'hui une puissance diplomatique africaine depuis la découverte de l'or noir en 1994 qui a forcément inversé la trajectoire de la croissance économique dans ce pays. Ce pays aujourd'hui constitue un terrain fertile à toutes les grandes réflexions à objet essentiellement panafricain. La Guinée équatoriale a été colonisée par l'Espagne, aussi bien comme le Mozambique, mais malheureusement le Mozambique a été contrarié par une guerre civile. Donc en réalité, le développement de l'axe Malabo avec la Mozambique va permettre essentiellement de développer un réseau hispanophone. 2 accords de coopération ont été signés lors de cette visite. L'un porte sur l'exemption réciproque de visa pour les propriétaires de passeports diplomatiques et de services. Et l'autre est relatif au protocole d'accord en matière de culture et de tourisme. Selon le chef d'État équato-guinéen, la visite d'État du président mozambicain a été l'occasion d'entamer les pourparlers pour renforcer la lutte contre les menaces auxquelles les deux peuples sont confrontés, la crise économique et sanitaire, le terrorisme et les changements climatiques. Donc le rapprochement de la Mozambique et la Guinée équatoriale permettra alors de développer un partenariat diplomatique par rapport à des questions d'urgence qui s'imposent sur le continent essentiellement africain. Cette visite vient raffermir les relations d'amitié et de coopération entre Maputo et Malabo. Notons que la Guinée équatoriale est l'un des principaux soutiens de la candidature du Mozambique pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En Tunisie, les autorités s'attellent à la relance de l'économie. À l'heure où le pays est confronté à une crise financière, le gouvernement entend attirer les investisseurs en supprimant d'ici la fin 2022 toutes les autorisations d'investissement. Cette mesure est inscrite dans le programme national des réformes qui vise à favoriser une croissance inclusive et durable. Marie-Raphaël Antolo.
Le gouvernement tunisien a rendu public dans la nuit du vendredi 3 juin 2022 les grandes lignes du document de suivi de la mise en œuvre de son programme de réforme. Pour sortir de la crise économique et financière, la Tunisie prévoit entre autres de supprimer les autorisations d'investissement vers la fin de l'année 2022. Selon les autorités tunisiennes, cette mesure sera introduite dans le but de mettre à la disposition des investisseurs des avantages supplémentaires pour favoriser la création d'entreprises dans le pays. Des secteurs stratégiques seront ainsi plus accessibles aux investisseurs. La Tunisie vit depuis le 25 juillet de l'année dernière une urgence constitutionnelle et institutionnelle liée à des réformes et surtout à la mise en place d'une nouvelle constitution. Pendant ce temps, le gouvernement travaille à une réactivation du circuit économique et surtout aller vers ce qui fait la vocation première de la Tunisie, vers l'exportation de ses produits. D'après les récentes statistiques de l'Agence de promotion de l'industrie de l'innovation et de l'investissement du pays, le secteur de l'investissement tunisien a subi une baisse dans les industries exportatrices de 13,9%, passant de 383,6 millions de dinars tunisiens en 2021 à 330,1 millions de dinars tunisiens pendant les 4 premiers mois de l'année 2022. Également, les investissements industriels 100% étrangers et en partenariat sont passés de 374,2 millions de dinars tunisiens durant les 4 premiers mois de l'année 2021 à 287,5 millions de dinars tunisiens en avril 2022, soit en baisse de 20,5%. Je crois que finalement, le gouvernement a simplement compris que nous vivions dans un monde globalisé où il fallait effectivement permettre aux investissements étrangers d'entrer dans le pays, de faciliter à travers des mesures incitatives, comme c'est le cas grâce à cette réforme, d'inciter les entreprises à venir investir, puisque l'environnement tunisien est un environnement sain. Outre la suppression des autorisations d'investissement, l'exécutif prévoit également de réviser le code d'échange, de conclure des pactes de compétitivité sectorielle dans les secteurs du textile, des industries pharmaceutiques et d'adopter de nouveaux pactes dans d'autres secteurs. Le Bénin célébrait le 1er juin dernier la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, un événement placé cette année sous le thème « Valorisation des espèces autochtones pour une économie verte et durable ». Il s'agissait aussi pour les autorités de lancer la campagne nationale de reboisement. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Le mois de juillet est consacré à la campagne nationale de reboisement au Bénin. Après 3 mois de sensibilisation sur les aléas climatiques dans plusieurs collèges et lycées de 10 communes du sud Bénin, le Centre international d'art et de musique de Ouida, Siamo, met en œuvre les actions terrain pour l'éducation environnementale et climatique. Wilfried Hundje, promoteur de l'initiative Siamo pour le climat, et son équipe ont mis en terre 1500 jeunes plants d'acacia sur un site à Pomassé dans la commune de Ouida. C'est l'arbre qui pousse le plus facilement possible ici, c'est l'arbre qui n'a pas besoin assez d'entretien, qui pousse très vite. Et quand vous reboisez un espace aujourd'hui, dans 100 ans, vous revenez, malgré que vous l'avez coupé plusieurs fois, vous allez retrouver toujours des plantes. Donc c'est facile à exploiter, c'est facile à entretenir, c'est facile à planter. Divers acteurs se mobilisent pour la restauration du patrimoine forestier, notamment les ONG, à travers l'éducation à l'éco-citoyenneté. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable évalue à environ 161 432 hectares la superficie totale des reboisements effectués de 1985 à 2019 au titre des Journées nationales de l'arbre et des campagnes nationales de reboisement. L'initiative du Siamo fait partie, en tout cas, de nos objectifs. Donc nous avons jugé bon de nous associer au Siamo pour cette activité. Je dirais aux jeunes de procéder au reboisement de certaines espèces pour nous aider, nous préserver contre le réchauffement climatique qui s'est dans le monde aujourd'hui. Pour une mise en œuvre rapide et à grande échelle du reboisement, il est envisagé au titre de la contribution déterminée au niveau national CDN du Bénin, adoptée par le gouvernement en 2017, la mise en place d'environ 150 000 hectares de nouvelles plantations forestières publiques et privées entre 2021 et 2030. L'objectif est d'intensifier les actions engagées afin d'atteindre une cible annuelle de 15 000 hectares par an au lieu de 4 000 à 5 000 hectares par an en moyenne ces dernières années.
L'actualité sportive à présent avec le premier tour, les éliminatoires de la CAN 2023. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif, José Douglas. Bienvenue. Bonjour Kamesh. José, cette première journée était notamment marquée par la victoire du pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui s'est imposée face à la Zambie. Exactement, contre les Chipolopoulos, 3-1 avec les buts que vous allez voir à la 67e minute, but de Serge Aurier. Ensuite, Christian Kouamé à la 76e sur ce corner et Ibrahim Sangaré à la 89e. Et puis réduction du score pour l'équipe de la Zambie grâce à Patson Daka, donc en fin de rencontre. Nous allons enchaîner avec un autre match, donc c'est le Mali, les Aigles du Mali qui ont survolé les Diables Rouges. Le score est lourd, 4-0 avec Mohamed Kamara à la première minute. Ensuite, El Bilal Touré 2 fois, 11e et 40e minute. Et enfin, vous allez le voir, Khalifa Koulibaly à la 44e minute pour ce 4e but du Mali. José, quelles étaient les autres rencontres notables? Ah bien, nous avons sélectionné 2 autres matchs avec le Sénégal pour voir le comportement du Sénégal avec le pénalty de Sadio Mané qui a frappé très fort, ce pénalty qu'obtiennent les Sénégalais. Ensuite, 12e, donc le but, 22e, un autre pénalty à la 60e, donc Sadio Mané obtient encore un autre pénalty. Et puis à la 88e minute, réduction du score par Junior Oleton pour l'équipe du Bénin. L'autre match, eh bien, ce sont les Panthères du Gabon qui ont obtenu un excellent résultat grâce au but de Warren Babika, Xavi à la 23e minute de jeu face à la RDC, les Léopards qui ont été piégés donc sur leur terre, Kamesh. José, vous vouliez revenir un peu plus en détail sur le Sénégal. Oui, le Sénégal, vainqueur de la dernière CAN, c'était face à l'Égypte. Au Cameroun, automatiquement, mais c'est l'équipe la plus surveillée par ses adversaires et des observateurs du football. Et nous avons interrogé le président de la fédération donc, de tennis du Sénégal, qui était de passage à Paris pour signer une convention avec la Fédération française de tennis. Et il nous a dit 2 mots sur l'équipe de football du Sénégal. Comme un fardeau parce qu'aujourd'hui, on est recherché partout. On est un peu la brebis à tondre. Ça, il faut le reconnaître. Donc, nous avons presque tout le monde comme adversaire. Nous devons gagner. C'est le même engagement qui nous a amené à gagner la Coupe d'Afrique, qui va nous animer. Et il reste évident que nous avons faim. Nous n'avons pas envie de nous arrêter là où nous sommes. Nous sommes ambitieux et nous voulons avoir des résultats à la dimension de ceux que nous avons obtenus avec la Coupe d'Afrique. Et voyons à présent le classement et comment il peut évoluer à l'issue de la première journée et de la deuxième qui a démarré ce dimanche 5 juin. Exactement, nous allons voir le classement des groupes de AAF. En groupe A, regardez, la Guinée-Bissau, le Nigeria, la Sierra Leone et Sao Tomé eh bien, ont 0 point car eh bien, ces équipes joueront seulement leur première journée à partir du jeudi 9 juin. En groupe B, regardez, le Burkina Faso est seul leader avec 3 points devant Eswatini. En groupe C, 2 leaders, le Burundi et la Namibie, avec 1 point chacun. En groupe D, Malawi et l'Égypte se partagent la première place. En groupe E, c'est le Ghana et l'Angola qui sont en tête. Et puis en groupe F, Algérie seule en tête devant la Tanzanie. Et focus sur les autres groupes. Oui, alors le G, avec le Mali et la Gambie qui se partagent la première place avec 3 points. Un groupe H, la Côte d'Ivoire et les Comores sont en tête. Un groupe I, la Mauritanie et le Gabon. En J, la Tunisie est seule en tête devant la Guinée équatoriale et la Libye qui ont chacun 3 points. En groupe K, le Libéria, le Maroc et l'Afrique du Sud ainsi que le Zimbabwe, 0 points car dans ce groupe, les premiers matchs auront lieu à partir de ce jeudi 9 juin. Et enfin, pour terminer, le groupe L avec le Sénégal, seul leader devant le Rwanda et le Mozambique. Et enfin, José, il y aura des matchs qui se joueront pour la deuxième journée ce mardi. Oui, exactement, ce mardi, avec 2 matchs en groupe B. Nous aurons Eswatini contre le Burkina Faso et le Cap-Vert contre le Togo. Et Zambie, Comores en groupe H et Rwanda-Sénégal en groupe L. Et puis, Kamash, pour terminer, d'autres matchs sont attendus ce mercredi 8, jeudi 9 et jusqu'au lundi 13 juin, terme de la première
et deuxième journée de ces éliminatoires. Il y a 6 journées et à noter que le Kenya et le Zimbabwe ont été exclus le mois dernier de ces qualifications en raison d'ingérence politique. Merci beaucoup José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.